N'en déplaise à certains rageux à l'esprit étroit, j'ai plus de 40 ans et je joue aux jeux vidéo. Cet essai n'a pas pour but de convaincre les rageux en question du bien fondé de ma passion. Au contraire, il s'adresse à toi, curieux et ouvert d'esprit qui ne connaît pas forcément l'univers des jeux vidéo et qui a envie de comprendre pourquoi une ménagère de moins de 50 ans peut s'investir autant dans une fiction vidéoludique. Il existe plusieurs catégories de jeux vidéo, et parmi elles, j'aime en particulier les RPG, pour Role Playing Games, jeux de rôle. Des jeux avec une histoire souvent profonde et complexe, où on joue littéralement le rôle du personnage principal. La liste de mes jeux préférés est longue, elle inclut les franchises Horizon, Death Stranding, The Witcher, Ghost of Tsushima et Yotei, The Last of Us, Cyberpunk et surtout Final Fantasy. En particulier, la compilation Final Fantasy VII, que je vais abréger ici en FF7. Cette compilation se compose d'un jeu original, sorti en 1997, d'un film d'animation, suite de l'histoire du jeu original, d'autres jeux qui se passent soit avant, soit après, de livres qui complètent l'histoire et approfondissent le background des personnages, et enfin d'un remake de toute l'histoire sous la forme d'une trilogie de jeux. Les deux premiers sont sortis en 2020 et 2024, et le troisième est encore à venir au moment où je fais cette vidéo. Tout cela compose un scénario très fouillé, très immersif, où les auteurs ne laissent rien au hasard. Mais après tout, on peut dire ça de beaucoup de jeux de qualité, comme tous ceux que j'ai cités précédemment. Alors pourquoi FF7 ? Pourquoi cet univers-là me parle encore plus que tous les autres ? Est-ce que c'est dû au fait que le jeu original a été mon entrée dans l'univers des RPG ? Peut-être, ou pas. Après tout, le premier livre que j'ai lu dans ma vie n'est pas mon livre préféré. Le premier film que j'ai vu n'est pas mon film préféré. Bref, la raison est ailleurs. À ce stade, je préfère te dire que cet essai va spoiler toute l'histoire d'FF7 et pas forcément dans l'ordre. Alors, si tu ne connais pas du tout le jeu et que tu ambitionnes d'y jouer un jour, va d'abord faire ça et reviens plus tard. Ensuite, si au contraire tu es fan d'FF7, tu vas souvent trouver que je prends des raccourcis, que je ne raconte pas forcément l'histoire précisément. Oui, je sais, et c'est pas le but. Ce que je fais ici, c'est un exposé des raisons qui font de ce jeu le jeu de ma vie, voire le jeu qui a changé ma vie. FF7, c'est avant tout une histoire de personnages. Et c'est parmi eux que se trouve la raison principale. Ceux qui me connaissent un peu sont déjà en train de se préparer psychologiquement à ce que je les saoule en parlant de Sephiroth pendant une durée indéterminée. Et oui, je vais le faire, mais pas tout de suite. Du coup, là, ils se disent, alors elle va nous parler de Zack. Et oui, aussi, mais plus tard. Et si tu ne me connais pas, et que tu ne connais pas non plus ces deux personnages, reste jusqu'à la fin, parce qu'ils méritent d'être connus. Mais en premier, c'est de Cloud dont j'aimerais te parler. C'est le héros de l'histoire après tout, et tu vas me dire que c'est normal de parler du héros en premier. Sauf qu'en ce qui me concerne, j'ai mis plus de 20 ans à me rendre compte que ce personnage était la raison principale pour laquelle j'aimais tant FF7. En fait, depuis 1997 jusqu'à très récemment, je ne l'aimais pas vraiment, Cloud. C'était bizarre. J'adorais ce jeu. J'adorais Sephiroth, l'antagoniste. J'adorais Zack, personnage secondaire dans le jeu original et protagoniste d'un autre jeu qui se passe avant FF7. Mais je n'aimais pas Cloud, le protagoniste du jeu original. Celui qu'on incarne tout au long de l'histoire. Et pourtant, c'est bien à cause de lui que ce jeu est si important pour moi. Au début du jeu, on incarne un Cloud qui semble badass, courageux, héroïque. Mais en vrai, on le découvrira plus tard, intérieurement et inconsciemment, il souffre d'un syndrome de l'imposteur plus gros que son épée broyeuse. Tout ceci n'est qu'un masque, mis en place par son inconscient
pour le protéger de la réalité. Il n'est pas devenu celui qu'il voulait être. Et en même temps qu'il muselle les rêves de son enfant intérieur, il emmure ses traumas derrière la façade du héros qu'il n'a jamais été. Inconsciemment, il se construit une identité rêvée, un personnage qu'il estime plus digne d'intérêt que son vrai lui. Car en vrai, au début de son adolescence, Cloud ne s'aime pas. Or, à l'époque où je joue pour la première fois à FF7, je ne m'aime pas non plus. Moi aussi, je vis derrière une façade. Moi aussi, je me modèle une personnalité que je pense plus acceptable pour les autres. Et Cloud me renvoie à cette vérité. Donc, je ne m'aime pas. Pour développer, voici une liste non exhaustive des parallèles entre Cloud et moi. On a tous les deux la chance d'avoir une famille aimante. Même si Cloud n'a que sa maman, il ne fait aucun doute qu'elle l'aime et qu'elle est fière de lui avant même qu'il n'ait accompli quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai grandi avec des parents, grands-parents, oncles, tantes et cousins qui ne m'ont jamais donné la moindre raison de douter de leur amour pour moi. Mais parallèlement, en dehors de chez lui, Cloud n'est pas très populaire. Plutôt introverti et impressionné par Tifa, sa voisine, il aimerait se faire accepter dans sa bande de copains. Mais il ne sait pas très bien comment s'y prendre. Il passe pour le voisin bizarre qu'on préfère laisser de côté. En ce qui me concerne, je suis tout sauf la plus populaire du lycée. Un peu trop ronde, soit j'encombre, soit je suis le sujet de moqueries. Et comme en plus je suis très introvertie, les interactions sociales m'épuisent vite. Comme Cloud, je peux passer des heures à rêver dans mon coin. Et j'ai souvent le sentiment de ne pas être à ma place au milieu d'un groupe. Et parce qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube pour me dire qu'être introverti c'est normal et que ce n'est pas une tare, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi. Mais alors, puisqu'on est si nuls, Cloud et moi, qu'est-ce qui fait que nos familles nous aiment ? Et c'est là que s'installe un biais pernicieux. Il faut que je fasse tout mon possible pour continuer à mériter cet amour, sinon un jour, comme la bande à Tifa, comme mes potes du lycée, mes proches vont se rendre compte que je ne vaux rien. Et je ne veux pas qu'eux aussi se détournent de moi. C'est comme ça que Cloud et moi, on se donne des objectifs visant à la fois à justifier l'amour de nos proches, qu'on a le sentiment de ne pas mériter, et à gagner le respect des personnes qui ne nous apprécient pas encore. Pour ça, Cloud s'engage dans l'armée, avec pour but de devenir soldat, une unité d'élite composée d'un très petit nombre de super combattants génétiquement modifiés admirés de tous. Mais il échoue. Malgré toutes les expériences scientifico-toxiques qu'on lui fait subir, il n'a pas ce qu'il faut pour atteindre l'élite. Il reste simple fantassin, ce qui ne fait qu'accroître la mauvaise opinion qu'il a de lui-même. Une série d'événements plus traumatisants les uns que les autres conduiront son subconscient à lui construire cette façade de soldat badass qui, à la fois, le rend plus acceptable aux yeux des autres et en même temps le protège d'une réalité qu'il n'est pas prêt à accepter. Jusqu'à ce qu'il manque de tout perdre. Sa vie, ses compagnons, sa planète. Quant à moi, d'abord, je maigris à outrance, niant mes goûts et ma santé, pour donner de moi une image plus acceptable socialement. Et puis j'essaie de trouver un compromis entre ce que j'aimerais faire et ce que mes proches attendent de moi. Et comme les deux ne sont pas du tout compatibles, j'échoue dans les deux options. Résultat, je fais des études moyennes sans grande passion, et je passe plus de 20 ans à faire une carrière tout aussi moyenne dans un environnement au management majoritairement toxique. Mais pendant longtemps, malgré une faille ou deux de temps en temps, la façade tient bon. Vu de l'extérieur, j'ai l'air sûr de moi et ma vie a l'air tout ce qu'il y a de plus équilibré. En vrai, je n'ai aucune idée de ce que je fais, je ne sais pas qui je suis et je ne m'en rends même pas compte. Jusqu'à ce que, littéralement, j'étouffe. Puisque mon éducation n'autorise pas mon esprit à faire un burn-out, c'est mon corps qui choisit d'arrêter de respirer. À ce moment où tout aurait pu s'arrêter brutalement, Cloud comme moi prenons conscience du masque derrière lequel nous avons vécu pendant toutes ces années. Un masque si élaboré qu'on ne sait même plus qui on est au fond, en vrai. Alors on fouille dans notre subconscient, à la recherche de notre vraie identité.
On remonte à l'enfant qu'on était avant d'avoir des doutes et de se fondre dans le moule des attentes des autres. Cloud, lui, a déjà terminé cette recherche et ce voyage. Et si Cloud, malgré tant d'adversités, peut le faire, alors sûrement que moi, qui ai une vie beaucoup plus simple, je peux aussi. Pour moi, cette quête est encore en cours. Elle passe par la création, par l'expression artistique et par l'abandon de cette volonté d'être à la hauteur des attentes de tout le monde, en dépit des miennes. Je pense être sur la bonne voie. Au moins, j'ai déjà fait tomber le masque. Et j'ai fait la paix avec moi-même, en même temps que j'ai fait la paix avec ce Cloud que je n'aimais pas il y a 25 ans. Et tout ça, ça n'est qu'une seule des innombrables raisons qui font d'FF7 mon jeu, voire mon œuvre de fiction préférée. Sans les aborder toutes pour que la vidéo ne dure pas 5 heures, en voici quelques autres, et pas des moindres. Il y a par exemple les personnages que j'ai aimés au premier regard, et que j'aime toujours aujourd'hui, là encore parce qu'ils m'ont permis d'avancer à certaines périodes de ma vie. Le plus évident pour les personnes qui me connaissent, c'est Sephiroth. Chez moi, il est partout. Pourtant tu vas me dire, mais c'est le méchant de l'histoire. Oui. Alors pourquoi je l'aime autant ? Au premier coup d'œil, ça ressemble à du pur fangirling. Et pourtant, avant de devenir méchant, Sephiroth était ce héros que même Cloud aspirait à devenir. Sephiroth, lui, a réussi à devenir soldat d'élite. Et même le meilleur d'entre eux. Il est badass, héroïque, sûr de lui, imposant, charismatique. Il est l'image que j'aurais aimé pouvoir renvoyer à certains qui se sont moqués ou ont profité de moi dans le passé. Et au fil des années, à mesure que j'en apprenais de plus en plus sur ce personnage, je découvrais à quel point nos vies sont également parallèles, mais cette fois opposées. Sephiroth n'a pas eu de famille aimante. Il n'a pas eu de famille du tout. Il a grandi avec des scientifiques et des militaires qui travaillaient à faire de lui une arme et lui ont dénié le droit à une enfance. Dès son plus jeune âge, il a été propulsé héros mondial, adulé universellement grâce à la propagande organisée de cette société dystopique. Il porte à lui seul les ambitions de sa hiérarchie et tous les espoirs du peuple. Cependant, il grandit terriblement seul. Personne pour oser lui parler, l'écouter et chercher à savoir qui il est vraiment. Adolescent, il dirige déjà sa propre unité, les premières personnes qu'il pourra qualifier d'amis, les premiers à qui il osera un tant soit peu se livrer. Jeune adulte, sa popularité est telle qu'être Sephiroth est une raison suffisante et acceptée de tous pour justifier chacun de ses gestes, y compris la désobéissance et l'anticonformisme. Alors qu'il est le général d'une armée totalitaire, il est capable d'en refuser les ordres par amitié ou par principe moral, sans que personne n'ose s'opposer à lui. Mais pendant toute sa vie, au fond de lui sommeille un enfant qui n'aspire qu'à être normal, comme Cloud, comme Tifa, comme moi. Un enfant intérieur qui se réveille quand il croit retrouver sa mère sous la forme d'une alien macérant dans un tube à essai chez ceux-là même qui l'ont élevé. Sa rage n'a alors d'égal que sa puissance, et rien ne peut l'arrêter. Il brûle tout sur son passage, assassinant ou blessant mortellement les 3 personnes qui comptent le plus pour Cloud. Sa mère, son meilleur ami Zack et son amour de jeunesse Tifa. Sephiroth, ce super soldat qui n'a jamais eu personne à aimer et à défendre, se voit arrêté par le plus faible de ses hommes. Un Cloud dont la force est à cet instant décuplée par une détermination à la hauteur de l'amour qu'il porte à ceux que Sephiroth vient de laisser pour morts. Pourquoi j'aime Sephiroth ? Parce qu'il est ce que Carl Jung appellerait mon shadow self, mon ombre. Parce qu'il incarne une réflexion sur l'importance d'être aimé et d'avoir quelqu'un à aimer, en particulier dans les premières années d'une vie. Et parce que je pense qu'il reste quelque chose à sauver chez lui. Et puis, il faut que je te parle de Zack. Comme la plupart des enfants uniques, solitaires, introvertis et débordants d'imagination, j'ai eu un ami imaginaire. C'était bien avant qu'FF7 n'existe. Il se trouve que cet ami était gentil, extraverti, un peu taquin, très loyal en amitié, toujours souriant,
et optimiste à un point que c'en est fatigant. Physiquement, ses tenues sombres et ses cheveux noirs en pétard contrastaient joliment avec ses grands yeux bleus rieurs. En 97, on voit très peu Zack dans le jeu original, et avec les graphismes en polygones pas très réalistes, je n'ai rien remarqué. Mais quand en 2007, FF7 Crisis Core a donné un visage réaliste à Zack, je me suis demandé si Tetsuya Nomura, le designer des personnages, n'était pas entré dans ma tête pour me piquer l'ami imaginaire de mon enfance. Tout y était, même apparence physique, même personnalité. Zack, c'est le meilleur ami dont tu puisses rêver, celui qui croit en toi tout le temps, celui qui te soutient avec bienveillance dans tout ce que tu fais, et celui qui donne tout au nom de l'amitié, y compris sa vie. J'aime Zack comme le grand frère que je n'ai jamais eu, comme cet ami super proche, à qui on peut tout dire, sans crainte d'être jugé. Ça fait déjà beaucoup de raisons très personnelles d'aimer ce jeu, hein. Pourtant, il en reste encore plein. Les autres persos, par exemple, sont tous dignes d'attention et ont tous quelque chose dans leur histoire qui m'amène à me sentir proche d'eux. Je vais t'épargner l'énumération des 8 persos qui constituent l'équipe principale autour de Cloud et toutes les raisons qui les rendent attachants. Mais si tu y tiens, dis-le-moi en commentaire, ça peut faire l'objet d'une ou plusieurs vidéos dans le futur. Et puis, il y a la musique, qui littéralement porte l'histoire. Il ne faut pas oublier que le jeu original n'a pas de voix. Les persos parlent dans des bulles. Et c'est la musique qui transmet les émotions, la tension, les joies, les peines. Elle souligne la gloire des combats épiques et la poésie des moments de répit. Je pourrais m'attarder des heures sur ce qui fait de cette œuvre du 10e art une conjonction des 9 autres arts. Mais là encore, je vais t'épargner. Je vais juste te parler d'une dernière raison essentielle qui me fait autant aimer FF7. C'est sa mythologie et sa spiritualité. Je ne vais pas entrer dans les détails, sans quoi cette vidéo déjà très longue va devenir interminable, mais je vais aborder très rapidement la base fondatrice de l'histoire. Dans FF7, la planète Gaïa est vivante. Sous sa surface court une rivière chargée d'énergie spirituelle, la rivière de la vie. Elle est composée de toutes les âmes, de tous les souvenirs, de tous les rêves et les espoirs de chacun des êtres vivants ou ayant vécu à la surface de la planète. Elle n'est pas soumise aux lois du temps ou de l'espace. Quand un être meurt, son âme retourne à la rivière de la vie. Elle peut y rester intacte pendant une période plus ou moins longue au cours de laquelle elle est omnisciente, connectée à toutes les autres âmes, présentes, passées et futures. Puis, l'âme se dissout dans la rivière de la vie, dans laquelle la planète puisera pour composer de nouvelles âmes et donner naissance à de nouvelles vies. Comme tout le monde, je pense, je me suis longtemps cherchée au niveau spirituel. J'ai essayé la religion, l'athéisme, et je me suis documentée sur tout un tas de courants plus ésotériques les uns que les autres, sans jamais trouver quelque chose qui fasse sens pour moi. Partiellement inspirée du shintoïsme et du bouddhisme, la mythologie d'FF7 mélange plusieurs courants spirituels animistes profondément ancrés dans les éléments et dans les forces de la nature. J'y trouve du sens et je trouve belle cette façon d'interpréter le cycle de la vie. Alors, quitte à ne pas savoir quelle est la vérité en matière de vie, de mort et de vie après la mort, j'aime les idées proposées ici par les créateurs du jeu. L'idée de voir une âme dans tout être vivant et en conséquence de lui accorder le respect dû à toute âme. L'idée d'un cycle où les âmes des vies passées donnent naissance aux vies futures. L'idée que nous sommes tous liés à notre planète car nos âmes en constituent l'énergie vitale. Et l'idée d'un inconscient collectif qui nous lie tous au travers du temps et de l'espace. Je trouve que dans notre monde violent, individualiste et chaotique, une telle conception de l'univers a quelque chose d'apaisant. Alors voilà, tu as ici l'essentiel des raisons qui font que la compilation FF7 restera à tout jamais l'indétrônable numéro 1 dans ma liste d'œuvres de fiction préférées. Est-ce qu'il y a d'autres histoires aussi bien écrites ? Oui. Est-ce qu'il y a des persos aussi attachants ailleurs ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres univers aussi fascinants ? Oui. Est-ce qu'il y a des jeux avec de meilleurs systèmes de combat ? Non, en vrai. Mais peu importe tout ça.
La raison est plus profonde, plus viscérale, plus inébranlable que toute considération raisonnable. L'univers des FF7, selon les périodes de ma vie, c'est mon inspiration, ma bouée de sauvetage, ma motivation ou mon refuge. Tantôt rayon de soleil dans un ciel sans nuages, tantôt lumière au bout du tunnel, Final Fantasy VII illumine toujours ma vie.